Donc, bonjour Anne, je te remercie de ta participation pour donner ton témoignage, notamment en médiation équine. Je vais te laisser te présenter. Oui, moi je suis Anne Pedecoeur, j'ai 54 ans et je suis donc praticienne en médiation équine depuis maintenant quasiment 10 ans. Alors pourquoi ce terme? Parce que ça regroupe un certain nombre de compétences. Donc je suis à la fois équicoach, équithérapeute, coach également, et puis je suis centre de formation également, donc je forme aussi des équicoachs et des équithérapeutes. Ah, super. Voilà. Ok. Peut-être que du coup, tu peux nous donner t'as quoi? T'as une entreprise, une association? Oui, alors en fait, j'exerce donc en entreprise, une entreprise qui s'appelle Hippocampus, avec donc une partenaire associée qui s'appelle Anne Viard. Et donc, cette société est à la fois un centre de formation et puis un centre également de pratique, puisqu'on est en activité toutes les deux dans ces métiers-là. Voilà. D'accord. Et on est sur la région lyonnaise. Ok. Et avant d'être dans la médiation équine, est-ce que tu étais dans un autre domaine? Oui, c'est une reconversion professionnelle J'ai l'impression totale. que beaucoup, c'est une reconversion. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà, crise de la quarantaine, il y a 12 ans, donc j'étais en plein dedans, remise en question, remise à plat, et surtout j'ai eu la chance il y a 12 ans d'être licenciée de mon précédent job, ce qui m'a permis effectivement de reposer tout à plat et de dire, dans ma troisième vie professionnelle, alors je vais vous dire après quelles étaient les deux premières, mais j'ai envie qu'il y ait des chevaux, et donc je me suis formée, alors tout d'abord au coaching, ensuite à l'équicoaching, et puis après j'ai fait un parcours également de formation à l'équithérapie dans un cadre associatif, dans une association qui s'appelle Equiliance, pour laquelle j'étais bénévole. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ces trois casquettes, coach, équithérapeute, et puis voilà. Petit à petit, on est venu aussi me demander c'est super ce que tu fais, est-ce que tu pourrais pas me former? Donc, à force de dire non, j'ai fini par dire oui. Et donc, j'ai créé mon centre de formation il y a 5 ans pour répondre effectivement à une demande. Et puis, je me sentais, du coup, ça faisait 6 ans que je pratiquais, je me sentais aussi légitime pour commencer à transmettre ma pratique. Et donc, je disais reconversion. Pourquoi? Parce que historiquement, moi, j'ai fait une école de commerce, donc ça n'avait rien à voir. J'ai fait 10 ans en tant que responsable formation dans un grand groupe qui s'appelle Thales. Et ensuite, 10 ans, j'ai fait du développement commercial dans le domaine de la piscine, donc rien à voir non plus. Rien à voir. Voilà. Sauf que le fil conducteur, quand même, c'est que je suis cavalière depuis que je suis gamine et que j'ai toujours compris, ressenti, mesuré ce que le cheval m'apportait. Donc, j'ai 3 chevaux aujourd'hui à moi. Et je disais toujours, mes chevaux me révèlent le pire comme le meilleur de moi-même. C'est une espèce de miroir sans concession de ce que l'on est et de ce que l'on fait. Et c'est ça que j'ai eu envie, en fait, de mettre dans ma pratique professionnelle et dans ma troisième vie professionnelle. Voilà. Alors, je te rejoins sur ce que tu dis, puisque, comme je te disais, moi, j'ai aussi le cheval ici à l'île Maurice. Donc, j'ai toujours été cavalière, mais c'est la première fois que je l'utilisais, on va dire, pour la médiation animale. Et je crois que c'est presque lui qui m'a le plus appris que ce que moi, je lui ai appris. Donc, c'est vrai que voilà, j'en ressors vraiment grandie de cette relation, de ce partenariat. Ouais. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Oui, puis j'aime ton mot, c'est vraiment un partenaire. C'est-à-dire, on voit beaucoup aussi de praticiens en médiation équine qui disent le cheval est un outil, le cheval est ou c'est un assistant aussi, un outil, un assistant. Non, c'est un vrai partenaire. Ah, mais pour moi, c'est lui qui fait la séance, hein. C'est pas. Alors, en tout cas, il est actif et il est partie prenante de la séance. Par contre, c'est vraiment, j'allais dire, c'est le praticien qui, lui, est responsable du cadre de la séance, du processus. Oui. Voilà. Donc, et je m'insurge aussi, pour ça, je suis un peu une puriste quand on dit le cheval, c'est le coach. Non, le cheval, c'est pas le coach. Non. Et c'est pas un soignant non plus. Hein. Donc, non, voilà. Le cheval, il soigne le cheval thérapeute ou le cheval coach. Non, il faut le laisser à sa place. C'est un partenaire. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Mais par contre, c'est le praticien qui, lui, est garant du processus, de la sécurité, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et on voit trop de dérives aujourd'hui, je trouve, où on ne met pas le cheval à sa juste place.
Soit on lui en donne pas assez, soit on lui en donne trop. Et de toute façon, c'est pas juste. Et puis du coup, ça dédouane aussi un peu l'humain. Bah, on met un cheval et puis Oui, un participant, et puis il va se passer quelque chose. Ah oui, ok, mais c'est pas de la médiation à ce moment-là. Voilà. oui, oui. Et je pense Donc, que ça rejoint peut-être un peu aussi pour les personnes qui exercent avec le chien, parce que je trouve que le cheval comme le chien sont des animaux qui sont assez complets au niveau des activités qu'on peut offrir. oui, Euh, oui. Peut-être un peu plus. Alors, j'ai lapin aussi, donc je parle en connaissance, mais c'est vrai on peut faire un parcours avec le lapin, mais c'est pas le même lien que quand on a le cheval en longe ou le chien en laisse. Donc, je pense que Oui, c'est pareil au niveau de la place du chien en médiation. oui, On est peut-être sur la même problématique, comme tu disais, où c'est ça. C'est pas une peluche, quoi. C'est pas une peluche, c'est pas un accessoire. Il a une vraie place, il a des il compétences. y a des risques hein, aussi. Et il y a aussi Il des faut en être risques, alors conscient. avec le chien et encore plus avec le cheval. Et donc, ces risques, il faut aussi les gérer, les maîtriser, Mhm. même si le risque zéro n'existe pas. C'est une part importante aussi du métier, cette Oui. notion de sécurité et de connaissance, du coup, oui, qui c'est notre partenaire, en fait, jusqu'où on peut aller avec lui, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, etc. Donc, voilà. Et donc, bah, toi, quand tu t'es lancé, donc il y a plus de 10 ans maintenant, Oui. je pense que c'était pas aussi connu que maintenant. Non. Oui, C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on faisait de la médiation avec les chevaux, il fallait expliquer. Il y avait une grosse partie de pédagogie en disant bah voilà ce qu'on fait. Non, c'est pas, on n'est pas des hurluberlus. Aujourd'hui, il y a moins ça, même si là, la difficulté, c'est que les gens pensent connaître, parce qu'on en parle de partout, et qu'en fait, ils n'ont pas forcément une image juste du métier. Mais bon, mais il n'y a plus cette démarche de dire on existe, on est là. Là, c'est assez acquis, même en entreprise, hein, puisque je fais beaucoup d'équipe coaching pour les entreprises. La plupart des services formation, des services RH en ont entendu parler. Donc, il n'y a plus cette démarche-là. Maintenant, la difficulté, c'est justement de trier les vrais professionnels des mauvais professionnels, et c'est de rassurer nos futurs clients oui. ou nos futurs patients quand on parle d'équithérapie en disant voilà, notre pratique s'appuie sur un vrai savoir-faire et on ne s'est pas levé un matin en disant tiens, je vais faire de la médiation. Voilà. Oui, parce que malheureusement, on le voit, il y en a, je prends l'exemple du chien, parce que c'est quand même le chien qui revient le plus souvent, qui disent, moi j'ai un chien sympa, donc c'est bon. Ah ben oui. Non. Ben non, en fait. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est un peu peut-être maintenant ce qui commence à faire défaut à la pratique, puisque ça se démocratise. On voit de plus en plus d'intervenants en médiation qui se lancent. Donc, heureusement, les anciens du secteur essaient d'appuyer en disant il faut se former, ça ne s'invente pas. Non. Mais voilà, après, bah, c'est comme tout. En plus, comme on disait juste avant, du moment quand ce ne sera pas encore plus ou moins cadré, il Ouais. y aura forcément des dérives, c'est sûr. Ouais. Et du coup, donc, quand tu t'es lancé, donc tu t'es d'abord formé toi et après tu as pris tes chevaux ou tu avais déjà des chevaux? J'avais déjà un cheval, après j'en ai eu deux de plus, mais en fait mes chevaux sont en pension dans un centre équestre, donc je travaille essentiellement dans ce centre équestre-là, à 80% du temps on va dire, et donc j'ai un partenariat avec le centre équestre qui me permet d'avoir une vingtaine en fait d'équidés de toute D'accord. taille et de tout type de comportement aussi pour mes séances. Donc du D'accord. Shetland jusqu'au Grand Sel français, donc c'est vrai que j'ai un panel très large en fonction des séances que je vais faire, des publics que j'accompagne et puis du nombre de participants aussi. Voilà. Ouais. Donc, du coup, toi, tes séances, tu les fais que. Je veux dire, tu te déplaces avec les chevaux ou tu les fais que Alors, non, alors, je ne me déplace jamais. Alors, à une exception près, puisqu'on a un partenariat avec l'EHPAD qui est juste à côté du centre équestre. Donc là, on emmène régulièrement des poneys à l'EHPAD, parce qu'on y va à pied et que du coup, c'est même sympa pour les poneys. On se promène voilà. Sinon, je n'emmène pas mes chevaux parce que là aussi, je trouve que ce n'est pas forcément leur place. Et puis les mettre dans un camion pour aller faire une séance dans un environnement qui n'est pas le leur, les remettre dans le camion et les rentrer. Voilà, moi je trouve que du coup, ils ne sont pas dans un état d'esprit, on va dire, qui leur permet de faire une séance qui est agréable également pour eux. Oui. Donc ça, je ne fais pas.
Et après, je suis amenée à travailler alors, pour les entreprises dans toute la France, mais dans ces cas-là, je cherche un centre équestre partenaire à côté de mon client. D'accord. Donc, j'ai des partenariats dans différentes régions et si on me sollicite pour une région où je ne suis jamais allée, j'y vais avant, je sélectionne le centre équestre et je travaille sur place pour laisser au maximum les chevaux dans leur environnement. D'accord. Ça, c'est important, voilà. Donc, voilà. Après, du coup, au niveau, on va dire, éducation du cheval, bon, toi, tu es régulièrement dans le centre équestre que tu as l'habitude, donc je pense que tu es quand même intervenu par rapport à ça ou… Non, alors les chevaux en équi-coaching, en tout cas en équi-coaching, ne sont absolument pas éduqués pour quoi que ce soit. C'est-à-dire, au contraire, on leur demande d'être le plus naturel et spontané possible. Néanmoins, tous les chevaux avec lesquels on travaille, on a validé plusieurs choses. On a validé que le contact avec l'humain était agréable pour eux. Oui, parce que, bien sûr, oui. bien évidemment, dans une séance, il faut que le cheval soit ce qu'on appelle en champ détendu, c'est-à-dire qu'il soit bien et que tous ses besoins, on va dire, de base déjà soient remplis, évidemment, mais qu'en plus, il soit content de voir des humains. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça, c'est la chose qu'on valide. Et puis, on valide aussi qu'il est désensibilisé à pas mal de choses parce qu'on sait très bien que dans une séance, il peut y avoir plein d'imprévus. Donc, on s'assure pour des questions de sécurité que le cheval est capable de réagir, en tout cas de façon mesurée, s'il se passe quelque chose d'imprévu. En équithérapie, c'est un peu différent parce qu'on fait beaucoup de portage. C'est-à-dire le portage, on met la personne à cheval, mais c'est nous qui tenons l'animal. Donc là, évidemment, on sélectionne des chevaux déjà qui peuvent porter des gens accrus, puisqu'on travaille accru ou avec un tapis de monte accru. Oui. Donc, il faut que le cheval soit adapté à ça. Et là aussi, qu'il soit, on va dire, calme, qu'il apprécie aussi d'avoir quelqu'un sur son dos qui parfois peut avoir des réactions aussi un peu surprenantes. En équithérapie, on peut avoir des gens qui ont des comportements totalement imprévisibles. Donc ça, oui, là, les chevaux d'équithérapie sont sélectionnés différemment des chevaux d'équi-coaching. Voilà, il faut cette capacité de portage en plus. Mais sinon, au contraire, on essaye de garder le cheval le plus spontané possible. Hein. Donc, on travaille avec des chevaux plutôt calmes, des chevaux plutôt réactifs, des chevaux, voilà. Par contre, il faut qu'ils soient bien avec l'humain et qu'ils ne soient pas peureux, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas sur l'œil en permanence à avoir peur de ce qui pourrait leur arriver. Voilà. Ok. Et donc, quand tu as effectué ta reconversion, tu as trouvé facilement des formations pour te former à ce domaine? Alors, c'était il y a plus de 10 ans. Moi, je me suis formée il y a 12 ans. À 12 ans, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. En tout cas, en France, il y avait des choses un peu à l'étranger, mais qui n'étaient pas compatibles à l'époque avec ma vie de famille et avec mon planning. Donc, ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que je me suis formée par petits bouts. Je me suis certifiée en coaching. Ensuite, j'ai fait une formation sur des modules d'équi-coaching. Et après, je me suis formée dans un cadre associatif en équithérapie. Donc, j'ai fait par petits bouts. Et c'est pour ça aussi que quand je me suis lancée dans la création de mon centre de formation, je me suis dit, voilà, quelle formation j'aurais aimé trouver il y a 12 ans. Et c'est pour ça qu'on a bâti, donc, avec Anne Viard, mon associée, une formation, on va dire, à tiroir, qui permet d'accepter des gens qui sont coach ou pas coach, qui ont des formations thérapeutiques ou pas, qui ont, etc. Et en fonction des prérequis de chacun, on va pouvoir accepter, alors pas tout le monde, hein, parce qu'il y a une sélection à l'entrée, évidemment, mais voilà. Et on a ces 3 compétences sur lesquelles on forme, qui est la connaissance du cheval, évidemment, pour pouvoir travailler en sécurité et pour nous, et pour nos clients, et pour nos chevaux, hein, c'est-à-dire leur offrir aussi une qualité de travail qui est adaptée à leurs besoins. On a dans la formation les modules coaching pour ceux qui ne seraient pas coach, parce que pour faire de l'équi-coaching, il faut être coach. Et puis après, on a les modules médiation équine, c'est-à-dire comment, avec mes compétences de cheval et avec mes compétences d'accompagnement, je peux bâtir des séances de médiation équine. Voilà. Alors, du coup, je pose la question pour des gens qui voudraient être équi-coach et qui n'ont pas de chevaux, c'est possible. Du coup, s'ils arrivent à avoir un partenariat avec des centres équestres… Ah oui, bien sûr. Il faut… certains de nos équi-coachs, de nos stagiaires, trouvent très, très vite des partenariats, d'autres ont plus de mal, parce qu'il y a encore des centres équestres qui sont parfois un peu réticents à accueillir des professionnels qui ne sont pas du domaine équestre.
en disant on va vous confier nos chevaux, mais vous êtes qui en fait? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec nos chevaux? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Alors, la solution, c'est souvent du coup de leur faire des séances, de leur montrer ce qu'on fait, de leur dire voilà exactement ce qu'on va faire. Les chevaux, on ne les maltraite pas, on ne demande pas des choses très compliquées. Ils vont se promener en longe ou en liberté, donc il n'y a pas non plus pour le cheval. On ne leur demande pas de la technique aux chevaux, en tout cas. Voilà. Mais néanmoins, ça peut être compliqué et il y a cette pédagogie à avoir en disant voilà. Voilà comment on va intégrer le cheval dans notre séance et voilà qui on est. Voilà. Donc, il y a un petit travail à faire. Certains centres équestres sont très ouverts, accueillent déjà de l'équithérapie, et donc c'est facile. D'autres, c'est un peu plus compliqué. Okay. Mais ça, on l'aborde aussi pendant la formation, le partenariat avec le centre équestre, ça fait partie aussi de ce sur quoi on travaille pendant la formation. Ok, donc l'équi-coaching, c'est un peu plus axé, on va dire, pour plutôt les entreprises. Alors non, l'équi-coaching, c'est vraiment la médiation équine au service d'un processus de coaching. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à quoi? À toute la sphère du développement personnel au sens large. D'accord. Donc, développement personnel, on va faire simple, c'est je ne vais pas bien dans ma vie à l'instant T, comment je peux faire pour aller mieux? Ce n'est pas de la thérapie, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au passé de la personne, on ne va pas aller comprendre pourquoi la personne elle a des problèmes avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Voilà, et puis il n'y a pas de pathologie en jeu, je veux dire. Non, voilà. C'est aujourd'hui je ne vais pas bien, il y a un truc qui ne va pas, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas confiance en moi, il y a quelque chose qui bloque, je n'arrive pas à prendre des décisions, comment je peux faire pour aller mieux? Donc on se projette dans l'avenir. Donc ça, c'est le développement personnel. Donc, on peut travailler toutes ces problématiques-là avec les chevaux en équi-coaching. Et il y a toute la sphère après professionnelle, donc où on est sur soit du développement de compétences, on fait par exemple de l'accompagnement managérial en équi-coaching, ou toute la sphère aussi de la cohésion d'équipe. Donc il y a beaucoup de demandes là-dessus. C'est comment. Je crois que c'est. J'avais entendu parler beaucoup pour les managers, en fait, quand ils ont besoin de communiquer avec leur équipe, d'adapter sa posture pour communiquer, d'adapter. C'était aussi travaillé. Donc, c'est les problématiques de management avec ce que tu disais, les relations, tout ce qui est problématique relationnelle, de posture, d'affirmation de soi, l'idée aussi d'être capable d'emmener ses équipes aussi, d'être suffisamment motivant, modélisant pour que les gens ils aient envie de nous suivre. Donc ça, c'est une grosse partie du management. En fait, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on voit partout à toutes les sauces, les fameuses soft skills, donc les compétences douces, en opposition aux compétences dures qui sont des compétences techniques en fait. Oui. Et ça, on ne forme pas aux compétences techniques, bien sûr. Par contre, tout ce qui est du ressort de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, de la cohésion des équipes, là, l'équi-coaching est totalement adapté. D'accord. Et donc, du coup, en médiation équine ou équithérapie, tu travailles plutôt avec quel public? Alors, un petit chien. En équithérapie, en fait, on va dire qu'on peut accueillir toutes les personnes pour qui l'équi-coaching n'est pas adapté ou ne peut pas être une indication, c'est-à-dire les enfants, parce qu'on ne coache pas des enfants. Donc, en équi-coaching, moi, je commence à travailler avec des ados autour de 14-15 ans à peu près. Avant, on va plutôt être en équithérapie. Donc, alors, chez les enfants, il y a toutes les thématiques de troubles du comportement, de troubles des apprentissages, de problèmes aussi de l'autorité, par rapport à l'autorité, la relation à l'autorité, donc aussi pour des enfants en difficulté. Donc ça, c'est les enfants. Anorexie, beaucoup, on a énormément de demandes. Et puis également les troubles du développement comme l'autisme, par exemple. Okay. Donc ça, c'est, on va dire, la partie enfant. Et la partie adulte en équithérapie, ça va être la maladie mentale, la maladie psychiatrique. Ça va être aussi des problèmes de handicap. Donc voilà, c'est tout. Les gens qui ne peuvent pas bénéficier pour des raisons X ou Y d'un coaching ou qui n'ont pas envie de bénéficier d'un coaching parce que c'est une approche différente. D'accord. Dans les séances d'équithérapie, très souvent, quand on est sur des pathologies psychiatriques ou sur du handicap, on n'est pas toute seule, c'est-à-dire qu'il y a toujours un professionnel du soin
avec nous pendant les séances. Voilà, parce que moi, je ne suis pas un professionnel du soin, je ne connais pas la pathologie de la personne, donc il y a toujours quelqu'un avec lui. Donc, on est deux pendant les séances. D'accord, ok. Et donc, quelle est réellement la différence entre la médiation équine et l'équithérapie? Alors, la médiation équine, c'est un terme générique. C'est-à-dire, médiation équine, c'est médiation avec un cheval. Et dans la médiation équine, il y a plusieurs pratiques. Il y a l'équicoaching, il y a l'équithérapie, on en a parlé. Il y a l'hypothérapie, qui est la rééducation fonctionnelle grâce au cheval. Donc là, c'est uniquement du portage et on va utiliser la locomotion du cheval pour travailler, alors beaucoup sur des problématiques de handicap, des AVC, des problèmes de personnes qui ont eu un accident et qui ont besoin de rééducation. Donc là, on va vraiment être sur des thématiques vraiment de rééducation et uniquement en portage. Ça, c'est l'hypothérapie. Donc ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et il y a l'équitation adaptée, dont on parlait en off avant, qui là doit être fait par quelqu'un qui a son monitorat ou qui est capable de faire monter des gens à cheval. Parce que là, c'est vraiment la pratique de l'équitation pour des personnes qui ne peuvent pas suivre une équitation classique à cause d'un handicap ou d'une déficience mentale, etc. Donc ça, c'est l'équitation adaptée. Donc ces 4 disciplines, c'est de la médiation équine. Ok. Donc en fait, la médiation équine, elle englobe tous les services que peut offrir le médiation avec le cheval. Médiation équine, ça veut juste dire médiation avec un équidé. D'accord, ok. Donc équicoaching, équithérapie, hypothérapie, équitation adaptée. D'accord. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui disent « Oh, je fais de la médiation équine » parce qu'en fait, ils ne sont pas équicoach, ils n'ont pas de connaissances thérapeutiques, ce n'est pas des moniteurs en équitation adaptée, donc ils font un espèce de truc. Et là, je suis vraiment un peu virulente parce que ça m'agace beaucoup. La médiation équine, c'est effectivement une pratique, mais qui regroupe différents métiers. Et il faut être formé à ces métiers. On ne peut pas dire « Tiens, je vais faire de la médiation équine ». Oui, mais tu as quoi comme métier, en fait? Oui. Vous voyez, c'est ça pour moi que je trouve compliqué aujourd'hui, c'est que tout est mélangé et il y a besoin de clarifier et d'expliquer aux gens, voilà, c'est quoi votre demande, en fait. Voilà, je pense pour les gens aussi, parce que quelqu'un qui veut se reconvertir, on en parlait aussi un peu avant, c'est difficile de trouver des fois les infos, il peut se perdre aussi dans les infos qu'il trouve. Et du coup, ça peut créer des quiproquos, voilà. Et puis, ça ne va pas dans le sens de la professionnalisation de ces métiers aussi. Bien sûr. Et donc, en fait, les 2 questions, moi, que je pose tout le temps, c'est quoi vos prérequis et qui est-ce que vous voulez accompagner? Parce que, en fait, c'est ça qui va définir dans quelle branche tu veux aller. Soit tu fais de l'équitation adaptée, donc il faut que tu sois formé, que tu aies un monitorat, que tu aies ton BPGEPS, voilà, que tu sois capable d'enseigner l'équitation ou d'accompagner des gens à cheval, en autonomie. Si tu ne veux pas faire ça ou si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas faire d'équitation adaptée. Si tu veux faire de la rééducation, voilà, travailler plutôt sur le corps, le schéma corporel, le travail musculaire, là, c'est de l'hypothérapie. Et là, il faut des compétences en kiné, voilà. Donc, ça, c'est encore un autre métier. Si tu veux être équicoach, il faut être coach. Parce que ce n'est pas parce que tu connais les chevaux et que tu as envie d'accompagner une entreprise que tu vas faire de l'équicoaching. Enfin, c'est vraiment… Après, il y a le problème de l'équithérapie. Effectivement, c'est compliqué parce que soit on a déjà un métier dans le domaine du soin. Par exemple, on est ergothérapeute, on est kiné, on est psychiatre, on est psychologue. Et on vient rajouter une couche, effectivement, de médiation équine. Donc là, on va faire, par exemple, de l'ergothérapie assistée par le cheval, on va faire de la psychiatrie assistée par le cheval. Soit on n'a pas ces métiers-là, et on va du coup travailler, c'est ce que moi je fais, avec des professionnels de ces métiers. C'est-à-dire, voilà, je reçois des gens qui sont à l'hôpital psychiatrique, qui sont internés, qui viennent par exemple pour de la schizophrénie vraiment lourde, handicapante. Et dans ces cas-là, il y a l'infirmier psychiatrique avec moi, parce que je n'ai pas cette compétence. Par contre, un enfant qui vient pour des troubles du comportement, là, je peux l'accompagner toute seule.
Oui. Parce qu'il n'y a pas cette compétence. Alors, je ne vais pas régler son problème, effectivement, de trouble du comportement, moi, toute seule. Je m'inscris dans un parcours de soins. Donc, je travaille Voilà, régulièrement, avec les équipes j'appelle la pluridisciplinaires. psychomode, j'appelle… Voilà, voilà, exactement. voilà. Et donc, en fait, c'est un travail d'équipe. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Oui, je voulais rajouter aussi avec mon associé Anne Viard, sur toutes nos séances d'équithérapie, en tout cas pour les enfants et pour les gens qui ont des troubles effectivement lourds à gérer, on fait toujours nos séances en binôme. Donc, on n'a jamais une personne toute seule avec nous. Pourquoi ? Parce que pour des questions de sécurité, hein, bien évidemment, et d'imprévisibilité de ce qui peut se passer pendant une séance, aussi bien pour la personne que pour le cheval. Donc, on est toujours en binôme et puis ça nous permet aussi d'avoir un double regard. Et c'est important parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Et après, on débriefe voilà. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas toujours évident durant la séance de pouvoir prendre le recul, des fois qui peut être nécessaire. Oui, voilà. Est-ce que tu as eu des moments quand même très, très difficiles ou par exemple des débutants qui aimeraient se lancer, des choses auxquelles ils vont sûrement se heurter Alors, les séances, elles sont toutes, alors j'allais pas dire difficiles, elles sont toujours intenses. Intenses pourquoi ? Parce qu'il y a souvent beaucoup d'émotions. Hein, c'est des métiers, elles sont du coup intenses aussi parce qu'on doit avoir une vigilance constante à ce qui se passe, à la fois pour le cheval, hein, parce qu'il y a quand même un risque et un danger hein, de travailler avec des animaux aussi imprévisibles et imposants. Et puis intense aussi parce qu'on est toujours à analyser et à observer ce qui se passe pour notre client ou notre patient. Donc, plus que dur, je dirais que c'est intense et du coup, c'est fatigant. C'est un métier qui est, je trouve, qui est exigeant. Donc, c'est en ça où c'est un métier, enfin, ce sont des métiers difficiles. Okay. Après, ce qui peut être compliqué aussi, c'est que parfois les problématiques de nos clients nous renvoient des choses à nous aussi. Ça fait écho, d'où l'importance aussi d'être supervisé, de pouvoir avoir un espace aussi où poser nous notre valise ou nos valises. Ça, c'est essentiel, hein, la supervision, ou pouvoir travailler en binôme comme je fais avec Anne. Parce que voilà, on peut aussi échanger, faire part à l'une à l'autre de nos difficultés. Et après, ce que je trouve difficile, moi, c'est dans l'accompagnement des enfants, parce que c'est souvent pas l'enfant qui est demandeur, c'est le parent. Et donc, il faut gérer cette relation avec le parent qui, parfois, soit est trop impliqué dans ce qui se passe avec son enfant, et du coup, est parfois un peu envahissant, soit n'est pas suffisamment et a tendance à dire « Ah le problème, c'est mon enfant ». Et ça, on l'a souvent. La demande, c'est souvent « Mon ado a un problème ». OK. Mon enfant a un problème. Mais vous parents. Et c'est cette difficulté, je trouve, à montrer qu'on est dans un système et que le problème n'est pas que l'enfant. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Quand tu disais vraiment, ça, c'est dur parce qu'on voit des choses, on sait que si les parents aussi faisaient un bout de la démarche et un bout du travail, ça pourrait aller mieux pour l'enfant. Et ils ne sont pas tous prêts à le faire. Ouais. Alors, et ça, vraiment, moi, ça, c'est compliqué pour moi. Oui, alors moi, ce que je trouve aussi compliqué quand on a affaire aux parents, c'est que des fois, ils posent, eux, leur propre diagnostic. Oui. C'est-à-dire que quand tu fais l'anamnèse, donc ils te parlent de certaines choses, mais ça, c'est parce que cette chose-là, pas forcément. Donc, du coup, ils auraient des fois même tendance à nous orienter sur quelque chose qui n'est pas forcément adapté entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il faut bien se méfier quand on fait l'anamnèse, de bien creuser, parce que surtout avec les parents, on se laisserait facilement influencer par leur vision des choses, en fait, qui n'est pas forcément mauvaise, mais leur vision, elle est avec leur émotion, et du coup, elle n'est pas forcément juste. Oui. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on propose systématiquement, quand on accompagne des enfants, une fois par trimestre, une séance collective avec les parents. Ouais. Alors, ils n'acceptent pas tous, et justement, c'est là où c'est compliqué pour nous quand ils n'acceptent pas. Mais
voilà, mais c'est important pour leur montrer que voilà, l'enfant, il n'est pas isolé, il est dans un système familial avec, voilà, avec des gens à l'extérieur de ce système, qui peuvent être, ça peut être l'école, ça peut être, il a peut-être des frères et sœurs, il a d'autres personnes dans la famille, et travailler sur ce système, c'est essentiel aussi souvent pour aider l'enfant. Donc ça, c'est vraiment, moi, je trouve, ce qui est compliqué pour moi, c'est cette espèce de résistance parfois à laquelle on peut être confronté. Ouais. Après, je parlais d'émotions, hein, c'est un métier qui est vraiment très riche en émotions, hein, c'est souvent de très beaux moments, c'est des émotions très fortes, et il faut aussi être capable non seulement de les accueillir, hein, chez nos clients, et puis de vivre les nôtres aussi en même temps. Ouais. Et ça, je trouve, moi, que c'est… on n'est pas… nous, on y est très, très attachés pendant la formation à cette intelligence émotionnelle. C'est vraiment le fil rouge de nos formations. Et je me rends compte en côtoyant d'autres équicoachs, parce que parfois, je suis sollicitée aussi par des équicoachs voilà, qui ont fait d'autres formations. Et cette notion d'accueil de l'émotion, elle n'est pas forcément, je trouve, enseignée suffisamment dans les formations, et pourtant c'est le cœur de nos métiers, mais vraiment, et même en entreprise, hein, enfin, je veux dire, les émotions, il y en a autant quand je fais une cohésion d'équipe que quand je fais des ateliers de développement personnel, que quand on fait de la médiation plus thérapeutique, enfin de l'équithérapie. Donc l'émotion, on est des humains, hein. Donc, après, elle n'est pas enseignée en formation, mais elle n'est pas enseignée tout court, je veux dire, dans notre parcours, oui, notre cursus, oui, on va dire même scolaire de base. Ah ben oui, et oui. On squeeze cette partie-là, quoi. Et pour moi, c'est le cœur de nos pratiques. En plus, on vient rajouter un animal qui est une boule d'émotion. Enfin, je veux dire, le cheval, son comportement, il le décide en fonction de ce que lui dit son cerveau émotionnel, hein. Il n'a pas de cerveau de néocortex comme nous. Il n'est pas capable de réfléchir au sens humain du terme. Donc, lui, il réagit en fonction des émotions et du non-verbal, hein, voilà, du corporel. Donc, on est vraiment au cœur de ça dans nos pratiques, et si ça, on ne l'apprend pas, voilà, et je trouve ça malheureux aussi que les moniteurs d'équitation n'aient pas ces formations non plus. Parce que quand on monte à cheval, c'est pareil. Pour être cavalière, il y a certains moniteurs qui sont même très agressifs, très directs, enfin, qui oublient le fait que même quand on est cavalier, on peut nous avoir une appréhension. Que quand le cheval a une appréhension, il prend une claque sur le cul, on lui demande de… C'est ça. Donc, ouais. Oui. Quand tu tombes de cheval, on dit « Oh, mais c'est pas grave, allez, remonte tout de suite, ça ira mieux. » Ramène le gâteau, t'es tombé. Ramène un gâteau. Mais non, t'as pas mal, mais non, t'as pas peur. Bah si, j'ai très peur, en fait. Et si je l'accueille pas, cette peur, elle va me revenir dessus, systématiquement. Enfin, bon, voilà. Et puis, je dirais aussi, ce qui est important, et dans ce qui peut être difficile aussi, c'est de connaître nos limites. Alors, quand je dis nos limites, c'est à nous en tant que praticiens. Déjà, nos limites déontologiques. Il y a peut-être des choses qu'on n'accepte pas de faire, hein. Moi, je me rappelle avoir été sollicitée par une entreprise qui m'a dit « Tiens, tu vas faire 1 ou 2 séances d'équicoaching avec cette personne et tu vas nous dire si on peut le garder ou pas. » Non, en fait, ce n'est pas mon métier. Ouais, si, tu vas voir s'il a telle ou telle compétence. Je dis non. Mon métier, c'est de prendre la personne là où elle en est et de l'aider à grandir. Ce n'est pas de sanctionner ou de faire un diagnostic. C'est pas en tout cas, dans ma déontologie, je ne le fais pas. Donc, c'est être conscient de ses limites, être conscient aussi, par exemple, en équithérapie, des cas ou des problématiques qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas envie d'aborder. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs, besoin de se justifier. Ça peut être des cas en équithérapie ou même, j'ai envie de dire, avec n'importe quel animal. Hein. Oui, il y a des fois, on n'a pas envie, on ne se sent pas de le faire, ou on n'a pas les compétences pour. Et donc, ça, c'est être très vigilant à ça, surtout quand on commence, parce que là, on a envie d'accompagner tout le monde, hein, on a envie de sauver le monde, hein, c'est super. On va aider, ouais, mais il y a peut-être des moments où on ne peut pas aider, où on n'est pas la bonne personne pour aider. Donc, ça, c'est aussi difficile parfois, ou d'arrêter un accompagnement quand on sent qu'on n'est plus à notre place, ou qu'on arrive en limite de compétences, en fait. Donc, ça aussi, ça peut être compliqué, surtout si on a besoin de rentrer du chiffre d'affaires, hein. Donc, ça, c'est une vigilance à avoir. Être capable aussi de sentir nos limites physiques, parce que c'est des métiers qui sont fatigants, et de ces limites professionnelles aussi, effectivement, de nos compétences. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on ne peut pas travailler. Et voilà. Et ça, c'est
Ça veut dire aussi, ce qui peut être difficile aussi dans nos métiers, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à d'autres professionnels, à des gens plus compétents, plus qualifiés, à travailler en binôme si besoin. Voilà, pas rester isolé, parce que on peut faire, non seulement on peut faire du mauvais boulot, mais on peut être aussi, on va dire, néfaste pour nos clients et puis nous aussi pour notre pratique professionnelle, on peut perdre un peu aussi confiance en ses compétences. D'ailleurs, là-dessus, est-ce que tu trouves qu'avec le fait qu'il y ait de plus en plus de professionnels dans le secteur, il y a plutôt une cohésion qui se crée ou plutôt de la concurrence? Alors moi, je trouve que la concurrence, elle est bonne, donc ça ne me gêne pas. Donc il y a de la concurrence, mais ce qui est génial, c'est comme on est dans de l'humain, ça ne va pas être une concurrence, c'est pas, on n'achète pas un produit, quoi. Oui. Donc Ouais. pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je ne vais pas avoir les mêmes clients qu'un autre Equicoach. Même les Equicoachs qu'on a formés, aujourd'hui, on en est avec Anne à 40 personnes formées, donc c'est déjà beaucoup. Ces 40 personnes, elles sont toutes différentes et elles ont toutes des clients différents. Et les gens qu'on forme en équithérapie, c'est pareil, ils n'ont pas les mêmes demandes. Parce qu'on est sur de l'humain et les gens qui nous sollicitent, on a d'abord un entretien avec eux. Et puis, on décide chacun de notre côté si on a envie de travailler ensemble. Et ça nous arrive avec Anne de refuser un accompagnement. Et parfois, nous aussi, les personnes nous disent non, finalement, on ne va pas donner suite. Et c'est bien. Oui. Donc là, je trouve que le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est super parce que les métiers commencent à être connus. Quand ils seront reconnus, ce sera encore mieux. Mais là, ils sont connus. Et donc, voilà, ça veut dire que nos clients aussi, ils peuvent faire leur choix. En fonction de ce qu'ils ressentent du professionnel qu'ils ont en face d'eux. Donc, après, il y a quand même, je trouve, entre nous, je trouve que c'est encore difficile de travailler ensemble. Moi, je travaille beaucoup avec les gens qu'on a formés. Hein. On est vraiment, il y a un pool en fait d'Equicoach et on se fait travailler régulièrement quand il y a besoin. Je trouve avec les autres Equicoach qui sont déjà en activité, il y a parfois, je trouve, encore un petit peu de réticence à faire appel aux autres, à dire tiens, toi, t'es qui, ou à se rencontrer, à dire tiens, comment tu travailles, etc. Bon, voilà, peut-être un peu de méfiance, mais bon, je pense que ça va aussi. Oui, ou alors peut-être le fait qu'il y ait aussi maintenant beaucoup plus de formations. Je vais prendre l'exemple d'Agathea, par exemple, qui est plus sur la médiation animale, pas forcément équithérapie. J'ai l'impression que les gens qui ont fait la formation Agathea vont déjà plus échanger que s'il y en a qui ont fait une autre formation. Oui, voilà, ça reste encore… bon, c'est pas très grave, mais je trouve qu'on aurait tous à y gagner, à échanger, à dire tiens, toi tu fais ça comme ça, tiens, c'est vrai, c'est pas bête, on pourrait… voilà. Après… Et c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir les réseaux sociaux qui peuvent nous aider justement à nous regrouper, à recréer des liens. On en voit de plus en plus qui adhèrent à ces groupes et puis permettent l'échange. Oui. Voilà. Oui, je trouve que c'est en train de s'ouvrir. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était très cloisonné en fait. Voilà. Chacun avait l'impression d'avoir découvert un truc extraordinaire, alors qu'en fait, on fait tous la même chose. C'est-à-dire qu'on fait de la médiation avec un animal qui est extraordinaire, qui est le cheval. Après, on le fait avec nos tripes et on le fait tous différemment. Mais à la base, les exercices qu'on fait faire à nos clients, c'est tous les mêmes. Je promène un cheval en longe, je fais travailler un cheval en liberté, je le fais tourner dans un haut de longe. Enfin, je veux dire, personne n'a inventé ces exercices. Oui. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de ces exercices? Notre personnalité, comment on va accompagner la personne qui va être différente d'un praticien à l'autre. Et c'est ça qui fait la richesse du métier. Ce n'est pas l'exercice en lui-même. Et donc, je trouve que, on aurait peut-être à y gagner d'échanger plus. Alors, il y a des syndicats qui se sont mis en place justement pour favoriser ça et je trouve que c'est très bien. Ces échanges aussi de pratiques, voir les problèmes d'un autre angle, avoir d'autres idées, être créatifs tous ensemble. Bon, voilà. Je trouve qu'on aurait tous à y gagner. Ouais. Alors moi, en plus, qui suis complètement isolée sur mon île, je me sens très seule. Ah ben j'imagine.
Ouais, Surtout qu'ici, c'est complètement novateur. Donc, voilà, je me heurte peut-être aux difficultés que tu avais il y a 10 ans quand oui, tu t'es ouais. lancé et que… Mm, mm, Mais voilà, c'est un autre challenge. On apprend aussi d'autres choses. On en fait, ouais, on en tire une expérience. ouais. Oui, oui. Après, dans les difficultés aussi, je reviens à ta question précédente, enfin, où les vigilances qu'il y a, c'est de très bien connaître les chevaux avec lesquels on travaille. Savoir ce qu'on peut leur demander, parce qu'il y a des chevaux qui n'aiment pas certaines choses, d'autres qui l'acceptent, qui ont des seuils aussi de tolérance plus ou moins élevés. Donc, c'est très important de sélectionner vraiment avec attention les chevaux et pas prendre le premier cheval qu'on nous propose dans un centre équestre. Voilà. Ah, bah, t'as qu'à prendre, je sais pas, Pâquerette, elle est super sympa. Ouais, sauf que peut-être que Pâquerette, il y a un truc qu'elle n'accepte pas et qui la met en stress. Alors, en dehors du fait que ça peut être dangereux, c'est pas agréable pour elle non plus. Et le but, c'est que les chevaux aussi gardent, gardent un bon souvenir de ce qu'on leur a fait faire pour qu'ils aient envie la prochaine fois de recollaborer. Donc ça, c'est vrai que connaître vraiment les chevaux, et puis on sait qu'il y a des chevaux qui vont être plus doués pour nous révéler certaines choses. Certains vont nous faire travailler notre rapport à l'autorité, savoir s'affirmer. D'autres vont venir nous chercher sur notre capacité à créer des relations, à faire des câlins, etc. Enfin, voilà. Donc, ils ont tous leur talent. Et mieux on les connaît, mieux on va pouvoir décider avec quel cheval on travaille aussi, c'est important. Se laisser le… Voilà. Ne pas oublier qu'on doit quand même, nous, avoir un lien avec l'animal qui nous accompagne, parce que dans bien le connaître, c'est aussi pouvoir anticiper un mal-être, par exemple, qu'il y a dans la séance. Si on ne connaît pas l'animal, on ne va pas le voir, on ne connaît pas sa gestuelle, sa façon de s'exprimer, on ne connaît pas aussi ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc, on se met forcément déjà, j'ai envie de dire, on se tire une balle dans le pied parce qu'on se met dans une situation où ça risque d'être compliqué à un moment donné. Quoi. Oui. Après, on ne peut pas tout maîtriser et tout contrôler, parce que même les chevaux qu'on connaît très bien, on travaille avec du vivant. Donc, c'est ça. On est avec du vivant. On ne contrôlera jamais rien. Non. Et d'autant plus quand on est sur des séances collectives où il y a plusieurs chevaux en même temps, avec plusieurs participants. Là, effectivement, ça demande aussi en permanence d'être vigilant à ce qui se passe pour tout le monde. Et voilà, même les chevaux entre eux, leurs interactions, c'est vraiment des métiers très exigeants et qu'on ne peut pas faire déjà sans avoir été formé, ça c'est évident. Et puis en disant, c'est bon, je connais les chevaux, j'ai vaguement fait de l'accompagnement, je vais faire de l'équicoaching ou de l'équithérapie. Non, pour moi, ça, c'est pas acceptable et on voit beaucoup ça aujourd'hui. Je vais prendre mon exemple moi, c'était une des alternatives ici à Maurice, c'était de travailler avec le cheval. Je suis cavalière, j'aime les chevaux. Je me suis dit, allez, j'y vais. Avant d'accepter, alors je suis un peu exigeante avec moi-même aussi, mais avant d'accepter de le mettre en relation avec du public, j'ai mis 1 an. Mais 1 an, ne serait-ce que pour moi, créer le lien avec lui, que de savoir qu'on se connaît, qu'il me connaît, qu'on se fait confiance et qu'on peut intervenir ensemble. Donc, il y en a, ils me disent, mais 1 an, oui, 1 an. Avant, alors peut-être que je ne le sentais pas et j'aurais pu, mais moi, je ne le sentais pas, donc non. Après, c'est pas… Là aussi, c'est ce que tu dis, tu as été consciente de toi, ce dont tu avais besoin pour faire du bon boulot. Et ça, c'est essentiel, on n'est pas tous pareils. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et, donc, pour moi, vraiment, j'insiste sur cette notion de connaître ses limites, d'être formé, de s'écouter aussi, soit en tant que praticien, savoir dire stop, savoir arrêter une séance aussi, si besoin, pendant une séance, ça peut arriver. Il ne faut pas l'oublier, mais c'est notre droit, c'est pas parce que les gens ont payé qu'on n'a pas le droit d'arrêter la séance. Oui, pour plein de raisons, parce que le cheval n'est pas bien, ou de changer de cheval en milieu de séance, mais il y a du coup cette notion de conscience de soi, avoir conscience de ce qui se passe pour nous, praticiens, à tout moment de la séance, de ce qui se passe pour le cheval ou les chevaux, et de ce qui se passe pour les participants. Et ce gros travail de conscience de soi, qui devrait être appris dès qu'on est en lien avec des chevaux, de toute façon,
il est vraiment au cœur du métier. Après, c'est des métiers magiques, hein, c'est des beaux métiers. Oui, mais c'est des métiers passion, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est des métiers passion, mais la passion ne doit pas faire oublier le professionnalisme. Ouais, exactement. Et ça, malheureusement, on peut l'oublier. Et c'est aussi des métiers, et là, j'y suis également très vigilante. Alors, pour moi et pour tous les gens qu'on forme, hein, Anne et moi, on insiste bien là-dessus, ce sont des métiers de pouvoir, comme tous les métiers de développement personnel, comme tous les métiers où on accompagne l'humain. On a vite fait de basculer, j'allais dire, du côté obscur de la force, hein, avec dire je suis là pour sauver les autres. Eh ben non, on n'est pas là pour sauver les autres. Ouais. On est là pour accompagner chacun là où il en est. Et ça, vraiment, parce que je le vois chez plein de praticiens, je le vois, la limite entre heureusement que je suis là et je vais sauver le monde, et je reste à ma place et je suis juste là pour accompagner, elle est parfois vraiment ténue, cette limite. Et on y est super, super, super vigilant pour ne pas prendre la grosse tête aussi. Voilà. En même temps, le cheval, il sait nous faire rester. En général, il nous remet à notre place. Très vite, il nous dit non, ça, tu vois. Ça, non, t'es pas toute puissante, en fait. Tu vois, c'est des métiers, ça peut être des métiers de puissance et de pouvoir. Et il faut y faire attention. Et c'est cette humilité aussi, elle doit être au cœur de nos pratiques. Et parfois on peut l'oublier. Donc, attention. Enfin, tu vois, dans les difficultés du métier, c'est ça, c'est l'humilité, les compétences, jusqu'où je peux aller. Et puis, la connaissance du cheval, évidemment. Et donc, tout ça, ça implique d'être formé, bien sûr. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. Enfin, en tout cas, Anne, je te remercie pour ton intervention qui est riche en informations. Très agréable. J'ai essayé. Si je ne me trompe pas, du coup, vous êtes deux Anne, c'est Anne et Anne. Oui, alors on est deux Anne, donc voilà, donc Anne Viard, mon associée, et puis moi, Anne Peu-de-Cœur, donc on nous appelle souvent les ânes au milieu des chevaux. Bon, ah tiens, elle est bonne celle-là. nous sommes les ânes, voilà, et on travaille ensemble depuis 5 ans maintenant, on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et, voilà, Hippocampus, c'est nous deux, et on est super fiers aussi de. Mais je pense que vous pouvez. Voilà. D'apporter notre pierre à l'édifice, hein, chacune en apportant, on est différentes, on apporte chacune ce que l'on a là. Voilà. Je pense que dans la description de la vidéo, je remettrai, je pense que vous avez un site internet, donc je remettrai sûrement les liens pour ceux. Il est en construction, donc il n'est pas encore, un peu bancal notre site. Mais voilà, tu peux quand même le mettre, c'est il faut et voilà. Et puis donc je te souhaite une bonne fin de journée, et puis j'espère à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!